Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, je suis le conseiller principal d'éducation Latorne, en charge des cours de vivre un groupe. Bienvenue pour ce deuxième conseil de classe de l'Institut Cyclisme de la Fringale. Alors avant de débuter, ce pourquoi nous sommes réunis ce soir, je voudrais vous rappeler, chers participants et participantes, de ne pas oublier de vous abonner à notre chaîne et si ce n'est pas encore fait, de laisser un petit like sur cette vidéo et puis de partager l'ensemble de notre contenu à votre entourage si celui-ci est susceptible de lui plaire. Ce soir, conseil de classe numéro 2, conseil de classe 5 étoiles, et ce pour deux raisons. Alors la première, c'est parce qu'on va parler de la classe des coureurs de talent, des coureurs de panache, des coureurs qui nous font nous lever de notre chaise entre 5 à 10 fois par course, les coureurs de classique. La deuxième raison, c'est parce que pour la première fois sur cette chaîne, nous sommes tous réunis. Le club des 5, la fine fleur du chroniqueur de vélo, l'ensemble de l'équipe pédagogique de l'Institut. Autour de cette table, ce soir, mesdames et messieurs, celui qui aide nos coureurs dans cette matière si noble qu'est le français, le professeur Titien. Professeur Titien, comment allez-vous ? Bonsoir, ça va très bien, très heureux de nous retrouver pour un nouveau conseil de classe. Pas mal de choses à dire, donc on a hâte. Vous avez un petit chouchou comme ça que vous nous avez gardé à présenter, quelqu'un que vous aimez bien ? Ouais, quelqu'un que j'aime bien, je pense que quelqu'un que beaucoup de monde aime, et puis quelqu'un d'assez connu, c'est Mathieu Van Der Poel, voilà, tout récent champion du monde de cyclocross et qui reprendra la saison sur route dans une semaine et demie maintenant, donc voilà. Pas mal de choses à dire sur la saison passée et sur la saison à venir. Je viens de lui mettre 2 heures de colle, ça tombe bien. Ensuite, celui qui pousse nos élèves à se dépasser, à mieux appréhender la concurrence, c'est professeur Poppy. Monsieur Poppy, comment allez-vous ? Eh bien, ça va super aussi. Content de se retrouver là à 5 pour pouvoir parler de ces coureurs de classique. Également pour vous, un coureur néerlandais, c'est ça ? Oui, j'ai pris le petit Didi, Dylan Van Baarle. Ah, il est sympa lui, hein, c'est le gendre idéal. Ah oui, franchement, un bon petit garçon. Très bien. Il est toujours prompt à se lever de sa chaise à la moindre attaque, il a le sang chaud, c'est notre professeur de panache, monsieur Adrien, comment allez-vous ? Salut tout le monde, ça va très bien, hein, très content de faire cette émission. Ça fait un petit peu réunion de famille, alors on va voir si on s'engueule beaucoup ou pas. Ça sera un petit peu le suspense de ce conseil de classe qui ne tourne pas au conseil de discipline. Oh monsieur! Et pour finir, chers auditeurs, chères auditrices, il nous fait l'honneur d'être avec nous. J'ai pas droit à un petit préféré, moi. Mais oui, bien évidemment, pardon, excusez-moi. Il y avait tellement de panache dans votre déclaration que ça va. C'est ça, c'est la violence des attaques après. C'est ça, ça m'a tué, moi, j'ai coupé les jambes. Donc moi c'est le Danois Mats Pedersen. Que c'est un coureur que j'aime bien et donc voilà, j'avais envie qu'il participe à ce conseil pour vraiment qu'il puisse lancer sa saison. Il mange bien à la cantine, Mats Pedersen, on m'a dit. Hein. Il aime bien. Ouais. On a un point commun. Ils reprennent de la gamelle. Donc pardon, professeur Adrien, je me permets, j'étais un petit peu tout émoustillé là à l'idée de présenter celui qui est notre directeur, notre proviseur, ni plus ni moins, le proviseur de l'Institut, proviseur Raphaël. Monsieur le directeur, comment allez-vous ? Bonjour messieurs, bonjour mesdames, écoutez, ravi de participer à ce conseil de classe, de cette classe très particulière de la section internationale des Classic Men. Je vous avoue, vous me connaissez, je suis là entre autres pour mettre des sacoches, n'en déplaise à notre prof de panache. Et je vous présenterai pour ma part le grand dadais, Christophe Laporte. Sur lequel il y a beaucoup de choses à dire après son intégration de cette classe l'année dernière. Très bien, quant à moi, je terminerai avec notre petit chouchou, le petit Julien, qui malheureusement c'est passé beaucoup de temps à l'infirmerie l'an passé, mais qui faisait quand même partie de la classe, même si on l'a pas vu énormément sur les routes. Messieurs. Vous lui direz d'ailleurs de m'apporter sa dispense. Oui, tout à fait, le certificat médical pour le non-victoire de l'an passé, c'est ça ? Antidaté. Alors ce soir, messieurs, 5 élèves, chacun sera donc présenté par son professeur référent. Le conseil de classe va devoir dans un premier temps se pencher sur la saison qui vient de se passer, la saison dernière, et délivrer une mention pour chaque coureur. Alors, les avertos, les avertissements, comportements ou travail, les encouragements ou les félicitations. Ensuite, on s'exprimera sur ce qui attend et ce qu'on attend de l'élève pour la saison à venir. On va pas traîner un chemin, juste pour le dernier conseil de classe, le proviseur n'étant pas là, s'il y avait une égalité dans les choix des mentions, c'était le professeur référent qui tranchait. Cher proviseur, vous êtes là aujourd'hui, vous aurez donc la lourde charge de trancher, mais je sais que ça ne vous fait
pas peur. Absolument pas, merci beaucoup. Voilà. On va attaquer directement. Professeur Poppy, vous nous avez parlé du petit Didi. Monsieur Van Barle, parlez-nous un petit peu de sa saison. Eh bien, Dylan m'a plutôt satisfait la saison dernière, puisque déjà, premier élément, c'est qu'il gagne Paris-Roubaix. Une belle victoire, on se souvient d'une course plutôt cataclysmique niveau climatique. Il se débrouille bien. Alors, il y a eu un petit changement. Il était chez Ineos l'année dernière. Il vient de passer chez la Jumbo, qui est une très bonne équipe dans cette matière des classiques. Ils sont très forts pour ces travaux de groupe-là. Ils ont récolté des bonnes notes l'année dernière. Du coup, je pense qu'il a choisi vraiment un bon groupe pour la dynamique. Et puis, Dylan, c'est un coureur que j'aime bien. Je trouve que c'est un coureur plutôt discret. C'est pas une grande tête d'affiche. Moi, il m'a souvent surpris. Dylan l'année dernière, on l'attend pas forcément à certaines choses. Il fait 2e du Tour des Flandres aussi, 8e de l'E3, donc c'est quand même des résultats qui sont plutôt intéressants. Et en fait, c'est vraiment le fait qu'il change d'équipe, moi, qui me donne envie de le mettre comme un peu un outsider dans ces classiques. Donc, on en reparlera peut-être sûrement après, mais en tout cas, une bonne saison l'année dernière. Vous l'attendez pas forcément faire des résultats, j'ai envie de dire, aussi bons, surtout cette victoire sur Paris-Roubaix, où il y avait quand même des cadors sur l'épreuve. Donc, ouais, franchement, très bonne saison. Quelle mention avant qu'on donne la parole au proviseur ? Eh bien, j'ai envie de mettre les félicitations. Voilà, pour cette victoire sur Paris-Roubaix avant tout, et puis cette 2e place sur le Tour des Flandres. Il gagne face à des cadors qu'on attendait beaucoup plus sur Paris-Roubaix. Je pense notamment à Van Aert. Et puis, voilà, 2e sur le Tour des Flandres. Il y a rien à dire là-dessus. Donc, ouais, franchement, félicitations, bravo à lui. Et puis voilà. Très bien, monsieur le proviseur, vous pouvez peut-être nous dire un mot ? Oui, pas de souci. C'est vrai que Van Barle fait une saison assez belle. Il est à noter quand même que la saison encore précédente, il avait déjà réalisé de belles performances en allant s'imposer notamment à travers la Flandre et en faisant 2e des championnats du monde en Belgique, dans le pays voisin du sien. Cette année, ce qui change, c'est quand même le monument. Après, j'ai la sensation qu'il a dans les jambes encore un peu plus que ça. Il pourrait nous gratifier d'une nouvelle course de renom, éventuellement le Tour des Flandres, sur lequel il finit 2e l'an dernier. J'aurais été tenté de lui mettre les félicitations, mais pour pouvoir le pousser encore un petit peu et pouvoir tirer le meilleur de lui-même, je lui mettrais les encouragements. J'aimerais bien le voir gagner un autre monument. Je pense qu'il en a la carrure et qu'il faut qu'il travaille un petit peu plus. Professeur Tissien, un mot sur Dylan ? Pour moi, ça va être, très honnêtement, ce sera les félicitations, parce que Van Barle, c'est pas un grand nom du peloton. Sur une Flandrienne, on s'attend toujours à ce que ce soit des Van Der Poel, des Van Aert qui l'emportent. Et Van Barle, ça a été pour moi le meilleur Flandrien de la saison dernière. C'est les 2 monuments, peut-être les 2 plus gros monuments du calendrier, que sont le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. C'est une 2e place, une victoire. Et puis sur Paris-Roubaix, faut préciser quand même que c'est pas une victoire au rabais, c'est une victoire. Il met quasi 2 minutes au second, Wout van Aert, qui est quand même Wout van Aert, quoi, et Stefan Koum. Donc non, il a surclassé tout le monde sur Paris-Roubaix. Il n'était pas attendu à ce niveau-là, donc félicitations Dylan Van Barle. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, même si je suis d'accord que cette année, ça ne me surprendrait pas du tout qu'il aille chercher une classique du type Tour des Flandres. En tout cas, voilà, bravo, parce que c'est énorme ce qu'il a fait. Professeur Adri ? Moi, j'ai juste envie de l'applaudir. Parce que non, franchement, c'est une campagne des classiques incroyable qu'il nous a fait l'année dernière. Personne ne l'attendait à ce niveau-là. Personne n'aurait pu penser qu'il ferait 2e du Tour des Flandres, 1er de Paris-Roubaix. Je ne vois pas comment on peut ne pas le féliciter. Il a surtout été habitué à faire l'équipier de luxe. On l'a beaucoup vu rouler en tête des pelotons, Dylan. Mais là, il a carrément fait une campagne de classique sensationnelle. Et
quel Paris-Roubaix il nous sort. Mais souvenez-vous quand même de incroyable. Mon collègue Tissier en a parlé là, juste là. C'est vraiment une performance remarquable qu'il nous a sorti. C'était le plus fort, le plus malin. Il a su anticiper magnifiquement les choses et non, bah clairement, félicitations. Rien de plus à dire. Un grand bravo à lui. Bah écoutez, pour clôturer ce premier tour, moi aussi je vais y aller de ma félicitation. Hein. Quand vous êtes un Flandrien, que vous gagnez à travers la Flandre l'année précédente et que vous faites premier de Paris-Roubaix, deuxième du Tour des Flandres, bon bah y a rien à dire. Hein. On peut pas rêver mieux, donc et encore plus pour un coureur de son statut, comme vous le disiez, plutôt un outsider. À l'entrée de ces courses-là. Donc, félicitations pour moi. On va pouvoir enchaîner sur qu'est-ce qu'on attend de Dylan, professeur Poppy. Vous allez peut-être pouvoir un petit peu plus vous donner votre avis. Vous nous parliez d'un changement d'équipe pour l'année qui arrive. Qu'est-ce que ce changement d'équipe va apporter ou va peut-être contraindre chez Dylan ? Alors j'espère que ça va pas trop le contraindre parce que il tombe dans une équipe avec beaucoup de monde justement pour jouer les classiques, notamment Van Aert, Laporte ou alors même Tige Benoît par exemple. Il faut pas que son équipe le mette de côté pour travailler pour ces garçons-là. On a vu que l'année dernière Van Aert, et on connaît Van Aert qui va sûrement essayer d'aller grappiller des classiques cette année. On sait que Christophe Laporte a toujours son épingle à jouer, mais on en reparlera un peu plus tard dans l'émission. Donc au final, j'ai peur en fait que Dylan soit plus dans un rôle d'équipier. Après, la Jumbo on les a clairement vus sur beaucoup de courses. Quand il y a une carte à jouer, il laisse le coureur la jouer. Donc je pense quand même que Van Barle peut aller faire des choses. Ça m'étonnerait pas qu'on retrouve par exemple Wout van Aert, Dylan Van Barle à l'avant d'une classique pour jouer la gagne. Après là-dessus, le travail sera toujours fait pour Van Aert, je pense. Mais j'espère et j'aimerais bien voir le petit Didi nous faire des bonnes perfs et aller chercher encore une victoire cette année et chercher, je sais pas, une victoire et un podium. Ça serait vraiment une belle saison encore pour lui. Mais j'espère qu'il sera pas trop mis au second plan à cause de ses coéquipiers. Proviseur. Totalement d'accord. J'avoue que je serais déçu de le voir l'emporter uniquement sur des belles courses, mais de second rang comparé au monument évidemment. S'il ne gagnait que Gand-Wevelgem ou à travers la Flandre, je serais déçu de sa part. J'ai un peu peur également de la concurrence au sein de l'équipe. On a parlé de Van Aert, on a parlé de Laporte. Mais je pense qu'il va pouvoir quand même tirer son épingle. Ce serait une saison à surveiller et on attend le meilleur de lui. Moi je vous le dis, Dylan Van Barle va gagner le Tour des Flandres 2023. Pourquoi ? Parce qu'il est dans tout simplement, alors au-delà de la meilleure équipe du monde, la meilleure équipe de Flandrienne à mon avis de l'année. Quand t'as Christophe Laporte, quand t'as Wout van Aert, quand t'as Tige Benoît et quand t'as Dylan Van Barle, ça fait déjà rien que 4 leaders. On sait très bien ce qui va se passer. Van der Poel, Van Aert, ça va se regarder. Comme d'habitude, en fait, dans ce type de course, ça se profite souvent au jeu d'équipe. Et quand tu as une équipe qui est très forte, souvent c'est pas le premier larron de l'équipe qui gagne, mais c'est un autre. Et Van Barle a prouvé en tout cas que dans une autre équipe, il avait déjà les cannes pour tenir les roues des tout meilleurs. Là, je le vois très bien profiter du jeu d'équipe, d'autant que c'est un coureur que justement je vois sur des grandes courses gagner, parce que c'est un des coureurs les plus endurants du peloton. En fait, plus la course avance et plus ça va pour lui, un peu comme un Valentin Madouas par exemple. Et du coup, clairement, je le vois très bien performer sur le Tour des Flandres, profiter un moment du surnombre de l'équipe, et puis partir, et puis avec ses talents de rouleur ne plus être revu. Donc moi, je le vois vraiment performer cette année et aller chercher une autre grande classique. Franchement, Dylan, il a tout pour lui en rejoignant cette formation. Et à mon avis, ça va être un mauvais choix pour Wout van Aert d'avoir Van Barle dans son équipe, parce que ça va l'empêcher encore d'aller chercher une grande classique. Mais c'est que mon avis. Oui, alors moi de mon côté, je pense que Dylan Van Barle a encore plus de cartes à jouer et à mettre en avant que l'année dernière, où comme ce qui vient d'être dit, il est dans
dans une meilleure équipe pour les classiques, et je pense que la Jumbo ne fera pas l'erreur de tout miser sur Wout van Aert. À mon avis, ils vont essayer de se la faire à la Quick Step d'il y a quelques années, avec les 3 leaders qui peuvent aller s'imposer sur n'importe quelle Flandrienne. Et à mon avis, ils essaieront de les utiliser au mieux, et si c'est les plus malins qui arrivent à se glisser dans les coups, et on sait souvent sur ces courses-là que le premier coup peut être décisif, et il y a des chances que Van Barle se lance dans ses premiers coups, qui aura peut-être, bon, il aura la pancarte, mais toujours moins que Wout. Et voilà, et la Jumbo, il a totalement intérêt à jouer sur ces 3 tableaux, ça augmente les chances de Van Barle de gagner, et surtout qu'on a vu que sur les grosses courses, l'ami Van Aert, il manque encore quelque chose. Donc pour les garanties de l'équipe néerlandaise, ils vont miser sur Van Barle de toute façon, pas plus, à mon avis, pas plus, pas moins que ces 2 autres équipiers qui ont également toutes leurs chances de l'emporter. Donc ce sera forcément à son avantage, et à mon avis, il arrive encore plus motivé. Alors après, juste la question, c'est à voir comment est-ce qu'il va gérer un petit peu ce nouveau statut qu'il a eu l'an dernier en s'imposant sur Paris-Roubaix en faisant 2e du Tour des Flandres, mais il a l'habitude des grandes courses, il a de l'expérience, il a 30 ans, il sait ce que c'est de courir dans des grosses équipes, donc je suis pas très inquiet pour lui, et je pense effectivement qu'on va le revoir très fort aux avant-postes. Mais pour clôturer, je vous ai trouvé un petit peu dur, cher proviseur. Moi, j'attends de Dylan, personnellement, qu'il en gagne une cette année. Bien sûr, s'il gagne un monument, c'est mieux. Mais s'il va nous chercher, je sais pas, un E3, un Ganvé Belgem, comme vous pouviez le dire, ou, je serais content, et d'autant plus si Jumbo performe réellement sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. C'est-à-dire que s'il passe complètement à côté sur les 2 monuments et qu'on gagne, entre guillemets, qu'un E3, en effet, ce serait un peu négatif. Après, si Dylan fait le jeu de l'équipe et que c'est pas lui qui va gagner un des 2 monuments, mais que son équipe perf et qu'on va voir Christophe Laporte ou Wout ou Tige aller lever les bras sur un de ces monuments-là, et que lui à côté fait sa perf, pour moi la saison sera réussie. Il rentre dans un collectif dans lequel il va peut-être devoir se mettre un peu plus au service de ses leaders, alors que chez Ineos, il n'y avait pas vraiment de leader déclaré sur ces courses-là. Et vu que, comme on l'a dit, c'est quand même pas le plus attendu, peut-être un grand nom, un grand leader qu'on attend à avoir gagné des grandes courses, allez, on gagnait juste une déjà des Flandriennes, ce serait cool. Et bien évidemment, s'il peut lever les bras sur une grosse classique, sur un monument, ce serait encore mieux. Je pense qu'on a fait le tour sur Dylan, messieurs. Bien sûr, 100% positif, on lui souhaite le meilleur. Donc les félicitations, on a eu 4 félicitations, un encouragement, donc majorité l'emporte. Félicitations pour ta saison, Dylan. On parlait de l'équipe dans laquelle tu vas rejoindre notre ami Christophe, que tu vois déjà en classe tous les jours. Monsieur le proviseur, vous avez décidé de nous parler de Monsieur Laporte. Ouais, bien sûr, je vais vous parler de Monsieur Laporte, qui est un Flandrien d'expérience maintenant. Il a 9 ans sur le circuit professionnel, il entre en 10e année. À mon sens, il est rentré dans cette classe section Classic Men International à partir de l'année dernière, à partir du moment où il est rentré en World Tour avec Jumbo Visma. Il était chez Cofidis avant. Rien de remarquable avant 2018, un Trobro-Léon éventuellement. Il reste très discret en World Tour. En 2019, il va nous claquer une victoire générale sur Bessèges et son premier top 10 sur une grande course flandrienne à travers la Flandre. 2020, Kutchi, pas grand chose. Et puis en 2021, il décolle. 3 top 10 sur le Tour de France, 4 top 10 sur Paris-Nice, 6e de Paris-Roubaix et 2e d'à travers la Flandre. Et à ce moment-là, le recrutement de l'équipe Jumbo-Visma qui nous amène à l'année dernière où on l'a vu complètement exploser. Une étape sur le Tour de France et une 3e place, un podium. 2e de Ganvé Belgem, 2e de l'E3 accompagné de Wout van Aert, donc ils ont gagné tous les deux avec plus d'1 minute 30 d'avance je crois, donc pas loin de la victoire. Encore une fois, il doit la laisser à son leader. 9e sur le Tour des Flandres, ce qui n'est pas du tout ridicule. Il va chercher une étape sur Paris-Nice et à mon sens le plus beau résultat de sa saison, 2e sur les championnats du monde, derrière un fantasmagorique Remco Evenepoel qui figure dans la classe des plus grands. Ce qui m'amène à dire que
que Christophe peut encore progresser, voilà, et on voit 3 secondes places de renom sur de grandes classiques ou les championnats du monde. Pour moi, il a affiné son sprint. Il est capable d'aller taper les plus grands maintenant. Il est capable de se mesurer à des Van Aert, il est capable de se mesurer à des Binyam Girmay, à des Van Der Poel. Dans certains cas, il est capable d'encaisser les kilomètres. Maintenant, il est bien entouré dans sa nouvelle équipe. Il a 30 ans, il commence à avoir de l'expérience, quand même, 10e année sur le circuit professionnel. Il est dans la fleur de l'âge. Pour moi, il lui manque un rien pour un grand succès World Tour, donc je lui adresse mes sincères encouragements en espérant pouvoir le féliciter l'année prochaine. Merci monsieur le proviseur. Professeur de français, Ticia, est-ce que vous... qu'avez-vous à nous dire sur Christophe Laporte qui en plus performe pas trop mal dans votre matière? Ah ouais, tout à fait. Non, mais moi, je vais suivre totalement notre proviseur. C'est-à-dire que je vais lui mettre les encouragements. Alors, on est vraiment pas loin des félicitations. Là où je suis sur les encouragements, c'est que, voilà, il manque la victoire, finalement, sur une classique, hein. Et on n'en est pas loin, ces deuxièmes places, quand même, elles sont énormes, surtout sur les championnats du monde, hein. Il sort de nulle part. Et puis, il vient battre quand même les tout meilleurs du peloton au sprint, ce qui montre que, sur 250 km, il a totalement la caisse. Il a vraiment prouvé l'année dernière qu'il était clairement monté en puissance, qu'il avait un niveau assez incroyable. Franchement, c'est pour moi le meilleur Français de la saison 2022. Donc clairement, et ça il mériterait les félicitations, hein, voilà. Mais j'attends cette victoire qui va venir, et en tout cas tout ce qu'il a montré l'année dernière, c'est annonciateur de ça. Donc voilà, il reste plus qu'un petit palier à passer. Pas le plus facile, effectivement, parce que passer de quelqu'un qui peut gagner à quelqu'un qui gagne, c'est vraiment pas une étape qui se fait comme ça, mais en tout cas, il a tout pour. Encore une fois, il est dans la meilleure équipe pour ça. Moi, je pense vraiment qu'être dans une équipe avec beaucoup de coureurs qui peuvent performer, c'est un plus, parce que tu peux toujours profiter du jeu d'équipe, et de plus en plus, j'ai l'impression, un peloton de coureurs qui se regardent aujourd'hui. Si tu arrives à prendre 15 mètres sur un groupe, souvent, ça marche. Donc voilà, Christophe Laporte, voilà, je l'attends cette année pour gagner. En tout cas, bravo et les encouragements pour Christophe Laporte. Bah oui, notre coq d'or, le revoilà. Très bonne saison l'année dernière, hein, rien de plus à dire. Même chose, hein, moi je l'encourage parce que il peut encore aller chercher plus. On a vu qu'il y a un déclic qui s'est produit l'année dernière, notamment grâce à son changement d'équipe, et voilà, ça s'est fait tout de suite. Il s'est très bien intégré avec ses nouveaux petits camarades. Donc là, on sent qu'il a encore même une marge de progression par rapport à ce qu'il a montré l'année dernière, et tout reste à penser que ça va aller encore en s'améliorant. Donc très bonne saison, de très bonnes performances l'année dernière, mais comme on sait qu'il peut faire mieux, voilà, je pense qu'il faut vraiment l'encourager pour pas qu'il se repose sur ses lauriers, mais c'est pas le genre de Christophe. Mais moi, messieurs, je vais plutôt lui donner les félicitations, voyez-vous, et ce pour la raison suivante. Je pense qu'il peut faire mieux aussi, du moins j'espère qu'il peut faire mieux, mais j'ai pas envie d'oublier qu'il nous a quand même sorti une saison masterclass, quoi. La seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est de mal avoir joué le coup sur Grand Wemelgem, où clairement il doit se sentir vraiment plus fort que le petit Binyam. Il fait pas attention, il se fait sauter sur la ligne, quoi. Mais pour tout le reste, franchement, la saison, elle est énorme, elle est vraiment énorme. On attendait qu'il confirme en allant chez Jumbo. On s'est dit bon bah voilà, là il va passer un step, il va passer le cap, quoi. Pour moi, il a passé le cap, et j'ai quand même envie de le féliciter pour cette saison, pas juste l'encourager, parce que c'est une saison à 5 victoires. Alors oui, sur les classiques, à part Bench Chimay Bench, il n'y a pas de grosses victoires, et puis bon, c'est quand même pas la classique la plus dingue de la saison. Mais derrière, il est présent partout. On peut dire que, comme vous le disiez, proviseur, sur le 3, c'est comme s'il l'avait gagné. Ils arrivent à 2, voilà. Sur Grand Wemelgem, il est vraiment pas loin. Pour moi, il a rempli. Il est largement au-deçà des attentes que j'avais de lui. Je me disais, s'il est bon coéquipier et qu'il nous claque un ou deux top 5, ce sera bien. Il a fait bien mieux que ça. Et cerise sur le gâteau, même s'il reste dans la classe des coureurs de classique, il va nous chercher, putain, cette seule victoire d'étape française sur le Tour de France au bout du suspense.
en gagnant, mais comme un prince, comme un seigneur, quoi, une victoire de dingo. Non, pour moi, c'est les félicitations, Christophe, saison exceptionnelle. J'attends un peu plus de toi sur la saison à venir, c'est vrai. Du moins, je l'espère, parce que ça se trouve, il fera jamais mieux que ça avec l'arrivée de la concurrence, et ce sera peut-être sa saison référence pour les années à venir, où on se dira, bon, ben voilà. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de le féliciter pour cette saison. Et moi, j'ai envie de l'encourager, pas de le féliciter, parce que j'attends plus de Christophe pour l'année prochaine. Je pense qu'il a la capacité d'aller gagner une classique. C'est un coureur qui a pour moi un très bon QI vélo. Il est vraiment très très doué dans la gestion de sa course et dans les gestions des derniers efforts, je trouve. Et puis, quand le game l'année dernière, pardon. Oui, mais bon, je pense que maintenant, on l'a vu ce championnat du monde, il est capable de... C'est Wood qui l'a conseillé sur l'arrivée. C'est peut-être le risque. Le petit Wood. Et du coup, non, je pense qu'il peut aller chercher une classique cette année. Il a fait sa place dans le peloton, donc quand même attention à pas... attention parce qu'il y a sûrement beaucoup de monde qui va se méfier de lui. Et puis voilà, j'espère qu'il peut aller la gagner. Et en tout cas, il a tous mes encouragements pour le faire. Et bien avant de passer au coureur suivant, on va juste peut-être refaire un tour pour dire, bon, on l'a un peu déjà dit, mais plus en détail, quels seront les objectifs pour sa saison à venir pour aller chercher les félicitations. Monsieur le proviseur, si vous voulez commencer. Alors déjà, j'aimerais bien le revoir arborer sa magnifique moustache de sa dernière année chez Cofidis. Premier point qui pourrait lui octroyer les félicitations l'année prochaine. Et puis j'aimerais le voir performer sur une grande classique, peut-être l'Omloop Etniosblatt dans quelques jours. Peut-être Gand-Wevelgem. Le 3 serait vraiment une belle victoire. Il en est capable. C'est une classique flandrienne référence. Je pense qu'il n'a pas encore le niveau et il est trop entouré dans son équipe pour espérer aller chercher le ronde. Mais le 3 est à sa portée à mon avis. J'aimerais bien le voir performer sur cette course-là. Ouais. Moi, je lui fixe 3 objectifs. Le premier, c'est effectivement de gagner à minima une semi-classique belge, que ce soit l'Omloop, le 3 ou Gand-Wevelgem, enfin une semi-classique ou même une grande classique, mais voilà, je parle pas de monument, mais en tout cas je pense qu'il a les moyens de gagner une de ces courses-là. Je pense que voilà, pour obtenir les félicitations, maintenant va falloir passer cap au-dessus, aller chercher la gagne là-dessus. Je l'attends également sur un podium, sur un monument. Alors il y en a 3 qui lui conviennent, qui sont les 3 premiers de l'année, que ce soit San Remo, que ce soit le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix. Il en a les moyens également. Il peut profiter du jeu d'équipe, comme on l'a dit. Donc ça me semble possible pour Christophe Laporte. On voit que sur Milan-San Remo, ces dernières années, c'est souvent un outsider qui s'est imposé en sortant dans le final. Il en a les moyens. C'est toujours Van Aert qui sera plus marqué que lui. Donc voilà, c'est pour moi, clairement, il peut le faire. Et puis, je l'attends également en deuxième partie de saison sur les mondiaux, qui vont très bien lui correspondre, en Écosse, avec des petites côtes, avec des petits endroits pavés, etc. Donc là, c'est pareil, je l'attends en tant qu'un des meneurs de l'équipe de France. Clairement, je pense qu'il va en faire un gros objectif dans sa saison, parce que c'est un parcours qui lui convient. Donc voilà, pour moi, déjà, s'il arrive à remplir ces 3 objectifs, la saison sera réussie et on pourra lui donner les félicitations. J'y crois, en tout cas. Ouais, alors moi je pense qu'une saison réussie pour Christophe, là, ça peut être un podium sur un des 3 premiers monuments de la saison. Là, clairement, il l'a dans les cordes et ce serait une belle réussite. Et on va dire, s'il n'y a pas podium, une victoire sur une semi-classique de début de saison belge qui peut lui correspondre, plus la victoire d'un de ses coéquipiers sur un de ces 3 monuments aussi. Dans le sens où c'est aussi le jeu de l'équipe et le jeu d'être dans la plus grosse équipe. Ça peut-être certaines fois jouer des tours personnellement à des leaders comme ça en co-leader avec d'autres coureurs et voilà. Et je pense que s'il fait une bonne course et que Dylan Van Baarle ou Wout van Aert remporte le Tour des Flandres, il sera très content et ça aura participé aussi à la réussite de sa saison. Eh bien, moi, je te donne donc déjà les félicitations, même si à majorité ce sera les encouragements pour cette année. Le conseil de classe s'est exprimé. J'attends simplement une victoire pour prolonger et puis que tu continues à bien te fondre
dans cette stratégie d'équipe de Jumbo où tu as l'air comme un poisson dans l'eau, hein, on l'a vu cette année, tant sur Paris-Nice, comme on disait sur le 3 également, sur le Tour de France où tu as fait les efforts, les autres classiques où tu as su te mettre à la planche pour Bouti notamment, sur Paris-Roubaix quand il a eu ses problèmes de vélo, de machin, là dans la trouée d'Arambert, enfin c'était tout un bazar. Voilà, si continue à te fondre dans l'équipe, va nous en chercher une. Si c'est un monument, alors là, c'est félicitations 3 étoiles. Hein. On l'attend, notre Français sur Paris-Roubaix. Ça commence à faire un moment qu'on l'attend là. Mais voilà, mais sinon, même une autre classique où tu as su faire deuxième cette année, va lever les bras et tu garderas les félicitations pour l'an prochain, pour ma part en tout cas. Voilà. D'accord avec ça, et je l'ai déjà dit juste avant, une victoire sur une classique, pour moi, ça serait vraiment ce que j'attends le plus de Christophe Laporte. Et pour la saison prochaine, surtout, moi, je le vois bien devenir en fait le leader un peu de l'équipe Jumbo-Visma sur les classiques. J'ai l'impression que Van Aert va un peu passer à côté. Et du coup, je vois bien Christophe Laporte reprendre un peu ce rôle de leader et justement, potentiellement avoir plus de chances d'aller gagner des courses. Donc, je le vois bien et j'espère le voir aller gagner une, voire même peut-être plusieurs classiques, mais voilà. Très bien messieurs, on en a terminé avec Christophe Laporte et c'est maintenant l'occasion pour nous de parler de Mathieu Van Der Poel avec vous, professeur Tissier. Et oui, ah là là, qu'est-ce que j'en ai des choses à dire. Non, mais alors, je vais essayer d'être objectif. Vais Van Der Poel, c'est mon coureur préféré, donc je peux vite me laisser embarquer par l'émotion, mais là, je vais être objectif sur cet élève. Je vais prendre des statistiques. Déjà sur la saison dernière, soyons factuels, Mathieu Van Der Poel a disputé 7 classiques. Je compte les championnats du monde dedans. Il a 3 victoires, 2 top 5, un top 10 et en abandon dans les circonstances qu'on connaît au championnat du monde. Rien que ça. Deuxième statistique, on parle souvent de Pogačar comme un ogre qui gagne tout, etc. Pogačar, effectivement, c'est une victoire aujourd'hui tous les 6 jours dans le peloton. Il y a un seul coureur qui fait mieux en termes de ratio, c'est Van Der Poel, c'est une victoire tous les 5 jours de course. Donc voilà, je prends 2 statistiques qui montrent à quel point Van Der Poel, c'est un coureur qui gagne, et notamment sur les classiques. L'an dernier, donc Van Der Poel, il revient de blessure. Donc au début, il commence à parler de Giro, de venir sur le Giro pour préparer le Tour de France, de zapper les classiques. Finalement, il est prêt plus tôt. Il débarque sur Milan-San Remo. Voilà, super classique pour faire des bornes, 300 km et puis finir tranquillement. Et non, il est super fort. Il est très bon dans la Cipressa, dans le Poggio, il finit 3e, voilà. Ensuite, il remporte à travers la Flandre déjà, au terme d'un final parfaitement maîtrisé. Et puis derrière, c'est le seul à résister à Pogačar dans le Tour des Flandres. Et puis, on va dire qu'il gère très bien son final face à Pogačar, mieux qu'il l'avait géré contre Asgreen, en tout cas l'année d'avant, en 2021, et il remporte le Tour des Flandres, et puis derrière il fait encore 4e de juste une semaine après de l'Amstel Gold Race, 9e de Paris-Roubaix, et puis ensuite il gagne le Tour de Wallonie, et malheureusement donc il peut pas on va dire être en compétition sur la course des championnats du monde. Donc voilà, si on prend ça de manière vraiment très factuelle, et le fait qu'il soit revenu de blessure, pour moi, c'est si vraiment on prend que le prisme des classiques disputés l'année dernière, voilà, j'ai du mal à pas donner à minima les encouragements à Mathieu Van Der Poel, parce que voilà, il est super bien revenu de blessure, il remporte un 2e Tour des Flandres, ça fait 3 années de suite qu'il est sur le podium des Tours des Flandres. Alors effectivement, sur Paris-Roubaix, il cale en fin de course, mais je pense qu'il avait beaucoup donné pour revenir de blessure, et donc il a un peu fatigué. Il avait enchaîné Flandre, Amstel Gold Race, Roubaix, donc voilà, ça devait peser, mais donc en tout cas non, vu qu'on ne l'attendait pas du tout à ce niveau l'an dernier sur les classiques, pour moi, c'est les encouragements sur un super retour, et pour un retour vraiment au premier plan, prouver que sur les classiques pavés, Van Der Poel cette année c'est le numéro 1. Donc voilà, moi je lui donne les encouragements par rapport à sa saison de l'année dernière et son retour, et je pense qu'il fera encore mieux cette année. Oui, du coup, moi je suis un petit peu embêté avec Mathieu. Alors c'est pareil, c'est un coureur que j'aime beaucoup, et en fait en regardant rapidement, ou en essayant de se remémorer rapidement sa saison de l'année dernière, on peut se dire c'était pas ouf. Puis en fait, quand on regarde
Bah si, c'était quand même très bon. Alors pour les arguments qui viennent d'être avancés, il a quand même gagné le Tour des Flandres. Magnifique. C'est la deuxième fois qu'il le remporte. On sait que c'est la course qui lui convient sûrement le mieux. Bon, il se plante à Paris-Roubaix, ça laisse une petite amertume. Il en fait beaucoup trop sur le Giro, mais c'est voilà, moi en tant que professeur de panache, je ne peux pas lui en vouloir de ce côté-là. Il arrive cramé sur le Tour de France. Il a pas eu une préparation optimale. On se souvient qu'il a quasiment pas fait de cyclocross l'hiver d'avant. Donc faire ces résultats-là, arriver, reprendre à Milan-San Remo et il fait troisième direct. Faire ces résultats-là, vu la circonstance de sa saison, qui était peut-être pas très bien gérée aussi, il a sûrement voulu trop en faire. On peut pas ne pas l'encourager. Voilà. Donc moi je serais plus d'avis de l'encourager parce que le féliciter, ça voudrait dire qu'il est au top. Et il n'était pas au top et on sait qu'il peut faire beaucoup mieux. Donc voilà, pour moi, Mathieu Van Der Poel, on l'encourage. Moi, messieurs, je suis extrêmement déçu de la saison de Mathieu. Mais non, je déconne. Voilà, on sait que Mathieu n'est pas mon élève préféré, mais c'est une saison de dingue quand même. Et je vous trouve petit bras en lui donnant seulement les encouragements. Alors oui, peut-être que le monument qui gagne, c'est celui qui lui correspond le mieux, c'est impossible de lui prendre, etc., mais quand même, il va le gagner. Avant, il gagne à travers la Flandre. Enfin, rien que parce que il a 2 classiques flandriennes à son actif, dont le Tour des Flandres sur cette année. Je lui donne les félicitations. L'Amstel Gold Race, il fait 4e. Milan-San Remo, il fait 3e. Je parlerai un peu plus tard, bien évidemment, de ce que j'attends de lui l'année prochaine, mais on est sur la classe des coureurs de classique, un peu de la même manière que quand on a un coureur de grand tour sur l'autre classe qui gagne un grand tour, on le félicite. Là, c'est pareil. Frérot, tu gagnes un monument, une flandrienne comme ça, de cette manière-là aussi, en allant tenir Pogačar, qui est intenable sur le début de saison précédent. Non, c'est les félicitations. Bravo Mathieu. Je parlerai, comme je disais, de ce que j'attends de toi plus tard, mais en tout cas, sur cette saison, tu as été excellent. Tu as prouvé que sur certains terrains, tu étais imbattable. Tu as prouvé que ça y est, l'an passé, tu avais un peu fait ton Van Aert, un peu ton Nigo là, avec Asgreen. Là, tu as montré que clairement, tu avais compris qu'il y avait une autre manière de gagner. Tu t'es adapté, tu t'es ajusté, tu sens mieux les arrivées, ça se voit. Et voilà, félicitations pour ta saison. Je suis assez d'accord avec tout ça. Félicitations à Mathieu Van Der Poel qui, pour moi, réalise quand même une saison plutôt incroyable. Certes, il gagne pas tout ce qu'il fait, mais il fait quand même des top 10 sur quasiment toutes les courses sur lesquelles il va s'aligner en classique. En tout cas, cette course du Tour des Flandres, elle est vraiment exceptionnelle. Elle est super bien gérée. Son sprint il est particulièrement bien fait face à Pogačar. Il laisse tout le monde revenir, ce qui va bloquer en fait Pogačar, et du coup, lui, ça lui permet de gagner le sprint beaucoup plus facilement. Il met quand même des PT dans toutes les montées, donc franchement il était le plus fort sur cette course là et il l'a montré. Je trouve que les encouragements c'est un peu rude pour Van Der Poel. Alors certes il gagne pas forcément, il gagne que deux classiques, mais bon on peut que lui mettre les félicitations avec la saison qu'il fait quoi. Il y a quand même, je sais pas, 4e place sur l'Amstel, il y a 9e sur Paris-Roubaix certes, mais bon c'est quand même un top 10 sur Paris-Roubaix. Il faut rendre à Van Der Poel ce qui lui appartient, et franchement pour moi c'est les félicitations et rien d'autre pour lui cette saison. Très bien, je n'irai pas plus loin que mes compagnons professeur Latorne et Poppy, puisque évidemment je préconise les félicitations pour ce coureur exceptionnel à mon sens. Ne minimisons pas sa victoire sur le Tour des Flandres, qui est une victoire exceptionnelle, qui est un monument. On a mis les félicitations à Dylan Van Baarle pour cette raison. Alors pourquoi pas pour Mathieu Van Der Poel. Je tiens à dire que j'ai aussi beaucoup apprécié cette année son fair play face à Van Aert très dernièrement, et je me rappelle d'un petit geste qui m'a fait très plaisir sur la 10e étape du Tour d'Italie, où il félicite Binyam Girmay avant même de passer la ligne, de l'avoir battu au sprint. Alors pour toutes ces raisons et tout ce que vous avez énoncé, pour moi ce sera les félicitations. Très bien messieurs, donc félicitations pour Mathieu Van Der Poel. On va maintenant peut-être dire ce qu'on attend de lui pour l'année à venir, et notamment Titien et Adri, chers professeurs, ce que vous attendez de lui pour pouvoir lui donner les félicitations.
Alors, déjà, alors pour moi il y a des trucs qui sont quand même acquis avec Mathieu Van Der Poel, c'est que je sais que cette année il va refaire le spectacle parce que c'est un coureur qui le fait chaque année, il va nous donner des émotions et rien que ça, c'est pas suffisant, mais je sais déjà qu'il va le faire, donc voilà. Pour moi les félicitations, il va pouvoir les atteindre parce que déjà pour moi j'attends pour regagner plusieurs classiques, notamment toutes celles qui lui conviennent le mieux. L'Strade Bianche, pour moi. Vu le type de course que c'est sur des terrains de gravel, on sait qu'il affectionne énormément ça, des côtes vraiment très courtes où il faut mettre de la puissance, où il faut du punch. Pour moi, cette classique, elle est taillée pour lui. Je serais très déçu, surtout avec l'absence de Pogačar s'il ne gagnait pas cette course. D'autant que derrière, son adversaire, ça va être principalement Van Aert qui ne sait pas gagner contre Van Der Poel. Donc je l'attends pour gagner l'Strade Bianche. Je l'attends également pour faire le triplé sur le Tour des Flandres. Vraiment, c'est la classique qui lui correspond le mieux. Encore une fois, à la pédale, vraiment, si ça se joue à la pédale, je vois difficilement comment il peut être battu sur le Tour des Flandres. C'est clairement, c'est des relances incessantes, c'est du punch, c'est vraiment du fractionné le Tour des Flandres, et ça correspond très bien à Van Der Poel. Donc encore une fois, alors il sera face à une armada jumbo qui peut le piéger effectivement, mais moi je l'attends vraiment pour aller chercher le triplé. Et pour moi, c'est typiquement le coureur qui va dans les années à venir pouvoir détenir le record unique de victoire sur le Tour des Flandres. En tout cas, c'est un objectif moi que je lui ai fixé, et puis également pour moi une saison vraiment réussie qui mérite les félicitations, ce sera également le titre de champion du monde sur route. Alors là, on peut pas pour moi avoir un parcours qui correspond mieux à Van Der Poel, ça va être très tortueux dans les rues d'Édimbourg, si je dis pas de bêtises. Avec des remontées, des virages, des passages pavés, clairement c'est sur ces 3 courses moi que je l'attends pour gagner. Encore une fois, c'est des objectifs très élevés, mais on parle de Mathieu Van Der Poel, et puis derrière, le Milan-San Remo, ça lui convient très bien, il peut mettre une cacahuète dans le Poggio et qu'on le revoit pas. Paris-Roubaix, alors moi je suis toujours un peu circonspect sur Van Der Poel sur Paris-Roubaix. Je pense que vraiment pour que Van Der Poel il soit dominant et qu'il remporte un Paris-Roubaix, il va falloir plusieurs circonstances de course. Il faudrait un Paris-Roubaix très mouillé où ça se joue beaucoup également sur la technique. Encore une fois, pour moi, s'il remporte pas Paris-Roubaix, c'est pas une immense déception du fait que c'est pas pour moi la classique qui lui correspond le mieux. Ça reste un puncher avant tout et un très bon technicien, donc et puis après derrière tout ça en dehors des classiques, Mathieu Van Der Poel, je l'attends pour faire le spectacle sur l'ensemble des courses, notamment sur le Tour de France, sur lequel il va concentrer également sa préparation sur les championnats du monde pour aller nous chercher des étapes, nous faire vibrer sur toutes les étapes. Et puis n'oublions pas la fin de saison avec un championnat d'Europe aux Pays-Bas, avec un parcours encore une fois taillé pour lui, avec des petites côtes très courtes et très pentues. Donc je pense qu'il a un super terrain de jeu cette année, et voilà, je pense qu'il va nous faire des super trucs, et j'ai hâte déjà d'être au week-end prochain, pas celui qui arrive mais celui d'après, pour le suivre sur sa rentrée au Stradé. Oui, moi rapidement, je l'attends sur une saison qui pour moi mériterait de le féliciter. Je mets la barre très haut parce que je sais à quel point ce coureur est exceptionnel et hyper talentueux, et que j'ai envie de le voir gagner de belles choses. Sur Milan-San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, championnat du monde, faut qu'il en gagne 2. Voilà, c'est ambitieux, c'est des gros objectifs, mais le truc c'est que je sais qu'il est capable de le faire, donc il faut que ça tape là-dedans, et s'il y arrive, ce sera vraiment extraordinaire. Je vous rejoins un petit peu, messieurs. Moi, comme je disais, je lui ai mis les félicitations parce que je trouve que la saison est trop belle malgré tout. Pour la suite, par contre, j'aimerais bien le voir se dévoiler et être un petit peu plus à fond, notamment sur Milan-San Remo. Je pense qu'au vu de ce qu'il nous montre actuellement, sa capacité à être un puncher d'exception, quasiment intenable. En plus, on sait qu'il est très bon descendeur. Enfin, je pense pas qu'il y ait grand monde capable de le suivre s'il met vraiment une cacahuète de l'enfer dans le Poggio. Derrière, on sait qu'il est très bon dans les sprints arrêtés, comme il nous l'a montré récemment. Donc, il pourrait attendre que ça rentre un peu pour redémarrer près de la ligne. Enfin, j'aimerais vraiment le voir lever les bras sur Milan-San Remo cette année. Après, pour le reste,
Eh bien oui, il y a des échéances qui pourraient... Mais moi je lui mettrais les félicitations s'il est capable d'aller chercher un autre monument. Alors même s'il ne gagne pas sur le Tour des Flandres, c'est pas Tour des Flandres plus un autre monument, c'est juste se diversifier et peut-être se dire qu'il y a d'autres choses sur lesquelles il peut être très fort et se donner l'opportunité de le faire, être à fond, jouer sa carte à fond, pas hésiter à se découvrir aussi sur ces courses-là. Donc moi j'aimerais vraiment le voir aller lever les bras sur Milan-San Remo qui en plus pourrait annoncer la suite d'une saison d'exception. S'il la gagne en début d'année, il sera encore plus... Alors il n'a pas beaucoup de pression quand on le voit courir, mais il sera encore plus léger sur les pédales. Ça pourrait être exceptionnel pour l'année à venir. Donc voilà. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. J'attends pas forcément de résultats de la part de Van Der Poel. En fait, j'ai envie qu'il me fasse du Van Der Poel. C'est-à-dire que moi, je veux qu'il me fasse rêver sur les courses. J'ai envie de voir qu'à chaque fois, ou alors c'est le plus fort, ou alors il va tout donner pour gagner, et au final, il n'y arrive pas parce qu'il est trop loin, ou autre chose. Mais j'attends pas forcément. Alors, évidemment, on veut le voir gagner, parce que c'est un coureur qui est né pour gagner des courses. Mais en fait, si Van Der Poel me fait rêver dans toutes les courses auxquelles il participe, et où je me dis, franchement, il a tout donné, et il était moins fort, mais au moins il a donné tout ce qu'il avait. Franchement, je serais quand même satisfait de sa saison. Après, s'il y a pas une victoire, bon, ça serait vraiment quand même un petit peu décevant. Mais ouais, j'ai envie que Van Der Poel me fasse rêver et me fasse vibrer devant ma télé, moi. Eh bien, tout comme Poppy, fais-nous chialer, hein, Mathieu. Fais-nous chialer comme tu sais le faire. J'aimerais bien le voir sur ma course préférée, l'Estrade Bianche quand même si j'espère que Julien Lafilippe sera là pour te concurrencer. Et puis, comme l'ont très bien dit les autres, moi je veux te voir gagner un monument que tu n'as jamais gagné. Et puis, ton rêve aussi, les championnats du monde. Ce serait magnifique. Très bien messieurs, pour Mathieu, on va maintenant passer, donc félicitations Mathieu globalement pour ta saison. On t'attend pour la saison suivante et on va passer à Mats Pedersen, professeur Adri. Oui, Mats Pedersen, on l'a beaucoup vu en 2022. Il a gagné plusieurs fois, levé les bras, montré qu'il était le plus fort sur bon nombre de courses. On se souvient de sa Vuelta assez extraordinaire. Mais sur la saison des classiques, heureusement qu'il y avait le circuit de la Sarthe au milieu pour qu'il lève les bras et puis qu'il se montre à l'avant. Donc c'est vous dire que je suis pas très très satisfait de la saison de Mats l'année dernière. On l'attendait plus haut, il avait montré de bonnes garanties sur le début d'année en remportant une étape sur Paris-Nice. Et est-ce qu'il y aurait pas un petit problème dès qu'il y a de l'enjeu, dès que c'est une grosse course, dès qu'il est un peu attendu? Où ça coince un moment et l'année dernière je l'attendais mieux que 6ème de Milan-San Remo, que 8ème du Tour des Flandres, un abandon sur Paris-Roubaix. Alors c'est sûr que c'est pas forcément tout c'est pas forcément de sa faute à chaque fois, mais depuis son titre de champion du monde en 2019, il avait remporté Gand-Wevelgem l'année d'après, Kurn-Bruxelles-Kurn en 2021. On le sent se rapprocher petit à petit, mais il faut pas qu'il se laisse aller en restant sur la facilité et en remportant des courses plus petites. On l'a vu déjà cette saison, il arrive très en forme sur l'Étoile de Bessèges, il arrive à faire des choses assez extraordinaires. Mais Mats, sur les grosses courses, il faut vraiment maintenant il faut y aller. Donc j'ai presque envie de... je vais lui mettre un petit avertissement quand même à Mats. Je suis déçu parce que je sais qu'il a vraiment le potentiel pour briller sur ces grosses courses. Il a une pointe de vitesse. Mais il a une pointe de vitesse qui devrait lui permettre de faire peur à tout le monde et de lever les bras. Et ses qualités athlétiques autres sur un Tour des Flandres, par exemple, sont telles qui devraient pouvoir faire la différence. Et on l'a vu, il est hyper explosif, mais voilà, donc on va pas parler de mes attentes tout de suite, mais en tout cas, non, sur la saison 2022, en parlant des classiques, déçu. Il fait pas une mauvaise saison dans l'ensemble, il y a des belles victoires, notamment sur la Vuelta, et sur d'autres courses où il a été très en vue. Mais sur la campagne des classiques au printemps, vraiment déçu de ses performances.
Mais écoutez, professeur Adri, je vous rejoins 100%. Mats Pedersen, sur la saison précédente, le petit Mats, il y a 10 victoires. Il y a 10 victoires, mais quand je regarde, je vois rien d'intéressant sur les classiques. J'ai l'impression que Mats, tu te moques de nous, tu te démarises. Voilà. Si tu veux passer dans la classe des vainqueurs d'étapes sur Grand Tour ou des vainqueurs d'étapes sur course par étape, pas de problème. Jusqu'à maintenant, tu as toujours montré que tu étais dangereux sur les classiques. Professeur Adri le disait très bien, tu te rapproches, et l'année 2022, tu t'éloignes à grandes enjambées de ce qu'on attend de toi. Non, pour moi, c'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant, je peux pas... Alors oui, 10 victoires, c'est bien, mais tu es dans la classe des coureurs de classiques, Mats. Et... je ne peux pas me satisfaire que tu ailles taper des mecs au sprint qui sont des sprinteurs de 2e ou 3e zone sur des étapes où en plus tu es le meilleur grimpeur des sprinteurs. Enfin bon, c'est... voilà, si tu es le meilleur grimpeur des sprinteurs, eh ben gagne des classiques, Mats. Voilà, tout simplement. Donc pour moi, je t'attends dès la rentrée, je t'attends dès le début et je te mets un avertissement de travail, car ton début de saison, là où on t'attend le plus, tu n'es pas présent, tu ne fournis pas les efforts nécessaires pour être là où tu devrais être. Je rejoins ce petit coup de gueule. Mats Pedersen, trop décevant la saison dernière. Je lui mets aussi un avertissement au travail. J'espère qu'il va se réveiller parce qu'il a quand même les capacités pour aller aller chercher surtout des meilleurs résultats que ce qu'il a eu la saison dernière. Du coup, bah voilà, il va falloir se réveiller pour Mats Pedersen, faire parler son coup de pédale, sa pointe de vitesse, comme l'a dit le professeur Adri. Et puis voilà, aller, pourquoi pas essayer de chercher une victoire ou à moins aller chercher des meilleurs résultats parce que là, vraiment, bah, c'est vraiment pas suffisant pour un coureur de la classe de Pedersen. Oui, monsieur Pedersen, je rejoins mes collègues. Pour moi, ce sera un avertissement également, malgré le fait qu'on ait vu que tu te sois repris en fin de saison sur le Tour d'Espagne. Ce n'était quand même pas une discipline dont le coefficient était suffisant dans cette classe. Pour moi, c'est décevant et c'est même un avertissement comportement pour ma part, car c'est presque de la défiance. Aller se mesurer à ses compagnons du Danemark sur la Fjenrund Tour of Funen. Voilà, si tu veux aller faire des trucs comme ça, tu vas aller faire dans l'établissement d'à côté, mais tu viens pas le faire chez nous, d'accord ? Tu me fais le plaisir de finir ton Paris-Roubaix, tu me fais le plaisir de pas te contenter d'une 6e place, d'une 7e place sur Gand-Wevelgem ou d'une 8e place sur le Tour des Flandres. D'accord, donc on veut te voir bien meilleur que ça cette saison. Pour moi, l'avertissement est réel et pourra donner suite à quelque chose de plus grave si tu ne te reprends pas. Ouais, bah, je partage le constat. C'est un constat qui est dur en fait parce que je trouve que justement l'année dernière, Mats Pedersen, qui est encore hyper irrégulier, fait sa saison la plus régulière et la plus consistante puisqu'il gagne à peu près tous les mois de l'année. Il gagne sa première victoire sur le Tour de France, il gagne des étapes sur la Vuelta, mais effectivement, il a majoritairement brillé dans une catégorie qui n'est pas celle des classiques, qui est celle plutôt des sprinteurs et des chasseurs d'étapes sur course à étapes et grand tour, où là, pour le coup, il a été vraiment très fort, mais sur les classiques, il lui a clairement manqué quelque chose. Il y a aucune classique, vraiment, où il a brillé, il était en second rideau sur le Tour des Flandres, mais voilà, mais ça se voit en plus, il a couru comme un coureur de second rideau. Je me souviens du Tour des Flandres l'année dernière où il sort dans un groupe justement de second couteau à 90 km de l'arrivée et ça montre déjà une certaine forme de faiblesse, c'est que tu fais pas confiance à ton niveau pour pouvoir suivre les meilleurs, donc t'anticipes. Donc voilà, donc oui, Pedersen, il a évolué clairement dans un registre différent de celui des classiques l'année dernière et on peut que lui mettre l'avertissement, lui quand même qui avait été champion du monde en 2019 dans des conditions dantesque, un typique d'une classique flandrienne, qui a remporté par la suite en 2020 Gand-Wevelgem. Voilà, on sent qu'il a peut-être atteint un plafond de verre sur les classiques, donc en tout cas, moi je suis sur l'avertissement. Alors qu'est-ce qu'on attend, professeur Adri, de Mads pour qui relève la barre? Alors est-ce qu'on le fait changer de classe pour l'année prochaine, ou est-ce que simplement on lui fixe des objectifs pour qu'il nous prouve qu'il peut le faire, quoi? Non, il faut qu'il aille chercher à nouveau ce monument, ce podium sur un monument. Il l'a fait en 2018 où il termine 2e du Tour des Flandres, mais c'était à la surprise générale, il n'était pas attendu, il a bénéficié de faits de course, alors il était très très fort cette année-là et puis il a réussi à faire une magnifique course et un podium. On sait qu'il peut le faire, mais
est-ce que lui, il est persuadé qu'il peut encore le faire? Moi, c'est ça qui m'inquiète un petit peu, et je pense que là, vraiment, cette année, s'il passe à côté, ouais, changement de classe, et il ira vers les sprinters, punchers sur l'étoile de Bessèges, mais c'est dommage, ce serait dommage. Donc vraiment, ouais, il faut qu'il aille chercher un podium. Il a plus trop le choix là maintenant. Sur les classiques, s'il veut être un classic man, il faut qu'il y aille, quoi. Il faut qu'il se donne les moyens, qu'il ait confiance en lui, et puis avec un petit peu de réussite, ça passera très bien. C'est assez symptomatique, on est tous d'accord sur cette question de confiance, et je sais pas si cette saison est faite pour nous rassurer, parce qu'on a eu les premières courses. En début d'année, on a Mats Pedersen qui nous met une grosse pépite là pour... c'est sur l'étoile de Bessèges ou je dis des bêtises? Oui, oui, sur l'étoile. ça, hein. Voilà, et donc il est suivi par Arnaud Delis, qui est plus jeune que lui, qui a moins d'expérience, normalement peut-être un peu moins de confiance, bon la fougue de la jeunesse, mais quand même il a Pedersen devant lui, qui est un coureur référencé sur ce type d'arrivée et tout. Pedersen donne, il se retourne, Arnaud Delis en remet une, il est pas loin de Pedersen, mais on sent qu'on sait pas si c'est que les jambes ou si ça vous peut-être vaincu un peu trop vite ou fait... Bon, Arnaud Delis est peut-être un futur crack, on en parlera peut-être la saison prochaine, enfin voilà, je veux pas m'épancher sur le petit Arnaud, mais est-ce qu'il va retrouver cette confiance-là? Parce que clairement, quand on voit ce que tu as affiché sur la fin de saison précédente, il y a Milan-San Remo qui arrive, Mats. Milan-San Remo, elle est pour toi. Tu es extrêmement rapide au sprint, tu grimpes très bien, tu pourrais faire monter un train d'enfer, bien descendre et aller aligner tout le monde à l'arrivée. On sait que tu marches bien sur les classiques avec des pavés. Voilà. Mais est-ce que face au mec, est-ce que quand on est dans cette meute de loups, tu es capable de te sentir alpha aussi, ou est-ce que dès que quelqu'un te passe un peu devant, tu as tendance à te recroqueviller, et quand tu es un peu comme on peut le dire avec Wout des fois, quand tu es pas le meilleur, tu gagnes pas. Et là je le sens aussi un peu comme ça. Alors peut-être un peu moins question tactique que celle qu'on peut avoir avec Wout, mais plus vraiment la mentale, quoi. Genre, s'il y a un mec qui te pousse un peu dans tes retranchements, t'es un peu trop facile et tu fais bon, je me rassois et ma foi, tant pis. Soit je sortirai à 90 bornes, comme le disait Tissian l'an passé, soit. Voilà. Et j'espère que tu as emmagasiné assez de confiance pour aller te frotter, parce qu'on va pas se mentir, hein, les Tadej, les Mathieu, les machins, même les Julien, on en parlera plus tard, mais quand il est en full confiance, c'est des alphas dans la meute, quoi. Hein. Eux, s'ils peuvent t'enfoncer, te manger tout cru, te montrer que c'est les patrons, ils le font, quoi. Donc voilà, Mats, mais j'attends de toi peut-être un comportement plus d'assurance, capable de t'imposer face aux autres et de pas te sentir un peu prostré quand tu es face à des adversaires qui te poussent vers tes limites. Ouais, je suis d'accord. Il faut se frotter aux autres, Mats. Il faut faire quand même attention au petit Groenewegen qui est un peu violent dans ce genre d'exercice. Mais ouais, il faut se pousser dans ses retranchements. Voilà, il faut de tout donner là. Je pense que Milan-San Remo, ça peut être une belle course pour lui, où il y a sûrement un terrain qui lui est très propice. Je l'attends beaucoup cette course-là. Vraiment, je suis d'accord avec le professeur Latorne là-dessus. J'attends vraiment sur Milan-San Remo. J'espère qu'il va aller chercher, jouer pour la victoire d'étape, enfin pour la gagne tout simplement. Il faut y aller là. Il faut vraiment lâcher les chevaux. Et puis, c'est peut-être une saison qui sera tout ou rien, parce que est-ce que t'es encore un coureur de classique, Mats, ou alors est-ce que t'as changé ton rang? On aura la réponse à la fin de la saison. Eh bien, Mads, je vais t'avouer que tu es un coureur que j'apprécie beaucoup. J'aime te voir courir, j'aime ton style de course. Pour moi, l'année prochaine, il faut que tu fasses preuve de régularité. Je veux te voir gagner une classique, mais je te mets pas la pression du monument, parce que je suis pas sûr que ce soit encore, que ce soit trop tôt pour toi. Il faut te relever de cette saison carrément pourrie. Voilà, je vais te demander d'être régulier. Je veux te voir à l'avant, souvent. Je veux te voir dans le groupe des meilleurs. Voilà, comme disait Titien tout à l'heure, on veut pas te voir attaquer à 90 bornes parce que t'es pas sûr d'avoir les jambes pour tenir. Et si tu fais ça, on en reparlera l'année prochaine. Ouais, écoute, je suis d'accord. Moi, je le vois. Ouais, il y a quand même deux classiques pour moi qui lui conviennent très bien et qui sont deux monuments. C'est Milan-San Remo, forcément. S'il arrive à tenir les meilleurs dans le Poggio avec ses qualités de finisseur au bout de 280 km pour Milan-San Remo, pour moi, ce sera un des favoris. Donc, encore une fois, voilà, ce sera à voir s'il se fait pas piéger par un outsider qui sort dans le final. Mais clairement, cette classique,
clairement les moyens de la remporter. Et puis il y a une deuxième classique où je l'attends quand même, c'est Paris-Roubaix. Mats Pedersen, c'est quand même un coureur hyper puissant. Je pense qu'il a un peu de mal dans les monts pavés parce que c'est pas non plus un mec qui a la giclette d'un Van Der Poel, qui est, voilà, il est quand même plus lourd comme coureur, un peu, voilà. Et donc je pense que quand sur un Koppenberg ou un Paterberg, c'est quand même un peu plus dur pour lui. Vraiment sur un Paris-Roubaix, alors c'est quand même un coureur qui a pas de chance, hein. Il était, je sais pas si vous vous souvenez, mais sur l'édition 2021, celle qui s'est déroulée en octobre, quand ça pète très tôt, là, il est dans le groupe de 5 là, qui suit Van Der Poel dans le carrefour de l'arbre qui se détache. Et puis, je sais plus, il y a Lucro qui est au milieu de la route, qui fait tomber la moitié du groupe, et bim, il tombe, il abandonne. L'année dernière, il se prend encore une grosse chute dans la première moitié de course, et bim, il abandonne. Mais Pedersen, pour moi, c'est un coureur clairement qui peut performer sur Paris-Roubaix. Donc moi, je l'attends quand même sur cette course, pas forcément pour gagner, mais en tout cas, je l'attends pour... Il a jamais brillé dessus, alors que je pense qu'il a toutes les capacités pour le faire. Donc voilà, je l'attends dessus. Et puis voilà, effectivement, je l'attends pour voilà, se comporter comme un favori, comme un coureur qui peut l'emporter, voilà, jouer avec les meilleurs, pas être en second rideau, et qu'on puisse se dire au début d'une course, Pedersen, c'est un coureur qui fait partie des tout meilleurs et qui va faire briller. Là où je mets un petit warning quand même, c'est que si on regarde un peu son calendrier de la saison 2023, il est quand même pas hyper construit pour réussir sur les classiques. Il a ajouté le Giro à son programme, il va faire le doublé de Giro Tour. Je pense qu'après avoir gagné sur le Tour et après avoir gagné sur la Vuelta, son principal objectif de l'année, c'est de gagner sur un 3e grand tour qui va être le Giro. C'est pour ça qu'il l'a ajouté cette année. Donc faire à la fois à fond les classiques, le Giro et le Tour. On avait Van Der Poel qui l'a fait l'année dernière, on a vu ce que ça a donné, donc j'ai un peu peur que le programme soit pas fait pour briller sur les classiques, mais en tout cas c'est sûr que vu ce qu'il a fait l'année dernière, dans tous les cas on l'attend que pour faire mieux, donc voilà, j'ai bon espoir quand même qu'il puisse aller chercher un résultat. Très bien pour Mats. Et bien Mats, avertissement au travail, donc mets-toi au travail et comme on l'a dit, on attend mieux sur les classiques et une possibilité de te faire changer de classe dès l'année prochaine si jamais, comme le disait professeur Titienne, tu souhaites aller empiler les étapes sur les grands tours et même les tours d'une semaine ou autre. Enfin voilà quoi. Messieurs, on va terminer avec un cas qui, je le sais, est douloureux pour nous tous, c'est amoureux du vélo et amoureux de peut-être la fine fleur du cyclisme français. Je parle de Julien. Julien Alaphilippe, qui sort d'une saison cauchemardesque, on peut le dire. Une saison déjà l'année d'avant, 2021, qui n'avait pas été facile avec ce maillot de champion du monde sur les épaules. Alors on attaque 2022 avec finalement une super fin de saison 2021, puisque on a à nouveau le maillot de champion du monde sur les épaules. Mais ce maillot de champion du monde qui, malheureusement, va plutôt porter la poisse. Alors, on a tout de même une victoire d'étape sur le Tour du Pays Basque, une victoire d'étape sur le Tour de Wallonie, voilà. Mais derrière, dans les classiques, on a cette dramatique chute sur l'Estrade Bianche. Alors, on se dit, oulala, il aurait pu se faire très mal. Finalement, il s'en sort pas si mal. Derrière, on a une pire chute encore sur Liège-Bastogne-Liège, où là, on peut se dire, c'est presque... Ça pourrait être une fin de saison, voire une fin de carrière, tellement quand il est au fond de son ravin, là, qu'on voit Romain Bardet qui descend un secouriste, un rappel là, en se tenant aux branches. Enfin, on se dit c'est cataclysmique. Finalement, il se remet, il arrive à revenir en août pour la Vuelta, est trop court pour le Tour, malheureusement. Sur la Vuelta, on se dit, il va borner, il va aider Remco et peut-être briguer un 3e titre de champion du monde sur un circuit qui pourrait lui aller. Paf, il se mange... dans sa semi-descente là, il se fait mal à nouveau et finalement il arrive à revenir pour les mondiaux, mais il est pas en forme. Donc en fait, c'est une saison cauchemardesque à oublier, alors pour laquelle Julien, personnellement, je te mettrai aucun avertissement car tu as juste joué de malchance. On a vu qu'en plus dans les chutes, tu es clairement pas l'instigateur de la chute. Bon, sur la Vuelta, c'est un peu différent, mais sur les deux autres, c'est pas des erreurs, c'est pas des... Voilà. Mais du coup, on en parlera peut-être un peu plus longuement après. On a une grosse saison qui t'attend, on va t'attendre de très fort. On va essayer d'oublier assez rapidement cette saison 2022, quoi. Je suis d'accord, une saison à oublier pour Alaphilippe, alors marquée par ses nombreuses chutes dans le peloton. Il a eu du mal, hein. De toute façon, c'était vraiment une saison cata pour lui. Pas de gros résultats comme il avait pu avoir en 2021 ou en 2020. Les championnats du monde, il a pas conservé son maillot arc-en-ciel, mais déjà l'avoir 2 ans de suite, c'est quand même exceptionnel. Donc là-dessus, on peut pas lui en vouloir.
Sur la Flèche Wallonne, qui est quand même, j'ai envie de dire, un peu sa course avec Valverde, il est un peu dans le dur quand Dylan Teuns passe à l'attaque. Donc voilà, il montre ses limites dans une course qui a un profil taillé pour lui. On sent que comme tu viens de le dire, c'est une saison à oublier. Et puis voilà, avertissement travail pour Julien, malheureusement. On n'a pas envie de lui mettre ce genre de choses, mais bon, il n'y a pas trop le choix, les résultats sont pas là, et il faut le faire savoir. Eh bien moi, Julien, déjà, que d'émotion de parler de toi dans ce conseil, parce que vraiment c'est difficile. Hein. Je t'avoue que j'ai la larme à l'œil, rien que d'y penser. Rien à dire sur cette saison, hein. Tout a été dit, il n'y avait pas grand-chose à dire de toute façon, sans mention mais sans avertissement. Par contre, j'ai vraiment envie de faire remarquer ce point qui m'a que je n'aime pas trop chez toi, c'est ce côté tout me passe par-dessus la jambe. Vraiment, pour cette saison aussi, tu as commencé à en parler en début de saison dans des interviews, quelques petites prises de bec indirectes avec ton directeur d'équipe, Patrice Lefebvre. Je ne veux pas que tu prennes les courses comme ça vient. D'accord, t'es un champion, tu es rentré un petit peu dans l'histoire, mais pas encore complètement, pas autant que tu le pourrais. T'as le potentiel pour nous offrir encore une quantité d'émotions et une palette incroyable et inoubliable. Alors, oublions cette saison, projetons-nous vers le futur, mais projetons-nous vers le futur en champion. Ouais, je suis tout ce qui a été dit en fait. Hein, voilà. Malheureusement, je suis obligé de mettre un avertissement parce que finalement le travail n'a pas été fait à la fin de l'année. Alors, pas de sa faute, hein, mais voilà, encore une fois, c'est une saison très différente par rapport à ce que le coureur est censé amener à l'équipe. Donc, il n'y a pas eu de chance, c'est sûr. Voilà, pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est que finalement, c'est dur de juger. Hein, encore une fois. Il s'est pas passé grand chose, donc il y aura plus de choses à dire dans ce qu'on attend de lui dans la saison à venir. Mais voilà, en tout cas, malheureusement pour toi, Julien, c'est l'avertissement sur la saison 2022. Oui, pour moi aussi, c'est un avertissement pour Julien. Hein. Je pense qu'à un moment il faut y aller, il faut piquer le champion et qu'il comprenne que voilà, il faut vraiment se ressaisir. Alors les années d'avant, c'était oui, mais il est à nouveau champion du monde, même s'il a pas fait une super saison. Oui, mais il a gagné la première étape du Tour. Et oui, mais maintenant c'est fini. On arrête de trouver un petit peu des excuses. On sait qu'il peut faire beaucoup mieux que ça. Donc voilà, il faut qu'il y aille. Je pense que la Flèche Wallonne de l'année dernière illustre parfaitement cette petite baisse de régime, baisse de motivation, point d'interrogation. On peut peut-être le penser, en tout cas. Enfin voilà, moi je le vois quand même beaucoup traîner dans les couloirs avec sa copine. Ça, on le voit bien, hein. Ok. Également, voilà, monsieur fait ses vêtements, monsieur lance sa marque, mais en attendant, c'est pas là où on l'attend. Et moi, c'est pas là où je l'attends. Donc voilà, on peut prendre ça un petit peu, hein, pour de la nonchalance, hein, ce que disait monsieur le proviseur tout à l'heure. Effectivement, hein, ça peut paraître, nous on veut pas qu'il arrive comme ça. Oui, on va voir si ça va, si je suis en forme. Non, t'es un champion, t'as gagné des grandes courses, et maintenant t'es attendu à chaque fois et tu dois être à fond à chaque fois. Donc voilà, moi je suis assez catégorique avec Julien Alaphilippe. Il faut se ressaisir maintenant. C'est voilà, t'arrives à 30 ans. C'est pas dans 3-4 ans que tu vas rebooster à nouveau ta carrière, donc il faut le faire maintenant parce qu'on a l'impression que ça décline un petit peu quand même. Donc voilà, avertissement direct, on sait que c'est comme ça qu'il peut réagir aussi. Très bien, donc Julien, ce sera l'avertissement de travail à 3-2 d'après le conseil pour cette année. Alors messieurs, on va se pencher un petit peu sur ce qui nous attend pour Julien pour cette saison 2023. Alors, sur les premières annonces, c'était un petit peu exit les Ardennaises et plutôt de la Flandrienne pour cette année. On l'avait vu plutôt à l'aise sur les monts pavés les années précédentes, notamment l'année où malheureusement il percute cette moto, alors qu'il est avec Wout et Mathieu pour aller jouer la gagne. Moi, ce que j'attends de toi cette année, Julien, c'est de regagner déjà.
tu vas jouer sur des classiques. Déjà, dès ce week-end, là, il y a les boucles Dromardèche qui pourraient te convenir à la perfection. Et ben, j'attends de retrouver le Julien qui a le nez fin, le Julien qui a du jump, qui sent le coup, voilà, le Julien conquérant. J'attends aussi que tu fermes des bouches et que tu montres que tu n'es pas terminé. C'est un peu... Alors, pour moi, c'est pas une saison qui tout double, mais ça va commencer tranquillement à en être une. J'en avais déjà un petit peu parlé lors d'une émission précédente où j'avais dit que voilà, la Quick Step se transforme un petit peu. Il y a l'arrivée de Remco, il y a les courses par étapes, il y a tout ça, il y a... si tu veux pouvoir continuer à avoir une place dans ce Wolfpack et clairement l'impacter, il va falloir regagner des classiques, des courses, des jours de course, et puis il va peut-être aussi aller falloir en chercher une belle. Alors tu n'es pas annoncé sur Liège-Bastogne-Liège, quoique tu as dit que tu verrais comment ton programme sera en fonction des Flandriennes, mais j'aimerais bien te revoir gagner dans un premier temps, et j'ai grand espoir de te voir aller en chercher une, de nous faire vibrer. Malheureusement, j'ai encore un peu de mal à réellement te voir comme un vrai Flandrien. Donc moi, j'imagine un peu que tu vas passer les Flandriennes avec de la réussite et les dents longues, et que peut-être, sans forcément aller chercher une grosse victoire, et que du coup, sur les Ardennaises, fort de ce que tu as vécu avant, tu vas peut-être aller chercher un déclic cette année. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Mais en tout cas, je ne me satisferai pas d'une saison où tu te replaces un petit peu sans aller chercher des victoires. Tu dois regagner sur les courses de seconde zone en montrant que tu es un patron, que quand tu vas sur une course de seconde zone, c'est pas pour être troisième, te faire battre par je sais qui était un jump ces jours-là parce que je sais pas quoi, et essayer de rejouer au plus haut niveau sur les grosses courses. Tout à fait. Je le veux sur les grosses courses, comme tu viens de le dire. Il faut se remettre en selle, si on peut dire ça comme ça, pour Julien. L'Estrade Bianche, qui est une course qu'il aime particulièrement. Alors, pas annoncé non plus sur la Flèche Wallonne, je crois, mais s'il y participe, j'aimerais le revoir batailler à l'avant avec son coup de pétard. Il la fera pas, il l'a dit, l'a dit cette semaine. Ok. Et du coup, le revoir sur les grosses courses à l'avant, les classiques pour lui. Après, c'est vrai que dans un groupe de travail où maintenant il y a le petit Remco qui est en train de se faire, qui s'est déjà fait un nom. On va voir comment le Quick-Step va gérer tout ça. Mais Julien est plus proche de la fin de sa carrière que du début, donc ça va commencer un peu à se corser pour lui. Donc d'accord avec le professeur Latorne là-dessus. Attention, parce que c'est peut-être bientôt une saison qui tout double, et je pense pas que ça en soit une l'année prochaine, mais il va quand même falloir commencer un peu à se remettre dans le chemin pour avoir de bons résultats. Je suis d'accord avec Poppy pour dire que la carrière de Julien est plus proche des chrysanthèmes que de la rosée du matin. Va falloir remettre l'église au centre du village là cette année, et pour moi ça se fera en allant remporter un Tour des Flandres ou Liège-Bastogne-Liège. Voilà, les deux courses qui pour moi peuvent lui convenir, et qu'il a déjà cherché à les gagner. Qu'il peut aller gagner s'il en a envie, s'il travaille bien, s'il est dans de bonnes conditions. En disant ça, je me rends compte que c'est ce que j'espère pour pas mal de coureurs. Alors, ça va être la guerre, ça va être la bagarre, ça va être dur. Tu vas devoir te faire mal, Julien, mais en même temps, t'aimes le lactique. Alors, propose-nous une année lactique. Moi j'ai peur, je vous cache pas que j'ai quand même bien peur pour cette saison d'Alaphilippe. Effectivement, on est un peu sur du kit au double, mais ce programme là où il vise les Flandriennes, alors effectivement en 2020 il était fort, 2020 c'était quand même une année assez particulière, au-delà de ça il était en 2019-2020 là sur les deux grosses années de sa carrière, il était en pleine forme. Là, il revient quand même, il est plus tout jeune. Il revient d'une année blanche sur blessure. Déjà, les deux années d'avant, 2020, surtout 2021. Alors certes, il finit avec ce titre de champion du monde le reste de l'année. C'était quand même pas déjà énorme par rapport aux fous furieux qu'on a dans le peloton aujourd'hui, qui monte en puissance d'année en année. Depuis 2 ans, le peloton, je trouve qu'il s'est vraiment transformé, et il y a des coureurs incroyables. Ça va être très dur de revenir au milieu de tout ça. Alors moi, j'aurais du mal quand même à me contenter d'un Julien Alaphilippe qui va gagner la classique Fon-Ardèche, et puis derrière qui fait des top 10 sur les top classiques. Pour moi, Julien Alaphilippe,
il doit revenir à son top, mais je le vois quand même plus comme un coureur d'Ardennaise qu'un coureur de Flandrienne. Donc ce nouveau programme me fait un petit peu peur. Alors je comprends qu'il y a Evenepoel côté Ardennaise, mais je pense que les deux, vu leur profil, peuvent très bien cohabiter. Voilà, donc écoutez, pour moi, la saison sera réussie forcément s'il réalise un gros coup et si déjà il redevient un coureur de premier plan, c'est-à-dire voilà un coureur qu'on sait capable de jouer la gagne face au tout meilleur du peloton sur les classiques. Et j'ai un peu peur de ça, mais bon, je ne peux qu'être, je ne demande en tout cas qu'à être rassuré là-dessus. Et on va très vite avoir des premiers éléments de réponse puisque les premières grosses classiques arrivent là dans les prochains jours. Donc voilà, je l'espère compétitif sur les classiques. Voilà, je suis pas hyper serein pour autant, mais on va voir ce que ça donne. Oui, pour moi, c'est du qui tout double cette année. Hein. Il est sur le fil du rasoir depuis un petit temps quand même. À mon avis, s'il loupe sa saison, je sais pas, il a encore un an de contrat l'année prochaine avec Soudal Quick-Step, mais on sait pas après comment est-ce qu'il sera utilisé, surtout en fonction de la saison de Remco. Moi, je pense vraiment qu'il faut pas qu'il se foire cette année et Julien Alaphilippe ne pas se foirer, c'est gagner une grande course de toute façon. Je suis d'accord avec Tissien dans le sens où il faut pas qu'il gagne une semi-classique et puis basta. Non, on l'attend sur autre chose. Ça sera hyper difficile. Je suis pas optimiste pour lui, pour être totalement honnête avec vous. Moi, je le vois mal retrouver le niveau qu'il avait avant, sachant que peut-être que ce niveau-là ne suffit plus aujourd'hui, vu les pépites qu'on a dans le peloton actuel. Donc, regagner une grande course, mais franchement, ça va être compliqué. Très bien, messieurs, on arrive tranquillement à la fin de ce conseil de classe. Donc, pour faire le bilan, que je ne dise pas de bêtises, félicitations pour Dylan Van Baarle, encouragement pour Christophe Laporte, félicitations pour Mathieu Van Der Poel, avertissement de travail pour Mads Pedersen et avertissement de travail pour Julien Alaphilippe. Encore un très bon conseil de classe ce soir. J'espère que tout a été dit, messieurs. J'espère que voilà, on va pouvoir rentrer chez nous maintenant, après la journée de boulot, quoi. Eh oui, on enchaîne, il se fait tard là. Tout à fait. Et bien, comme on l'a dit en début d'émission, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit like et puis à partager aux gens que vous connaissez qui pourraient être susceptibles d'apprécier notre contenu. En attendant, n'oubliez pas de vous alimenter car même à l'Institut cycliste de la Fringale, on mange bien. Et puis avec ce temps, la Fringale-Guette, vous connaissez. À tout bientôt pour un nouveau concept ou une nouvelle émission. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao, salut tout le monde. Salut à tous, salut aux Hollandais. Bye bye.